Bonsoir, bienvenue à ce numéro du débat du dimanche. Nos invités sont Sori de Moti du journal La Nouvelle Patrie, Oumar Sangaré, juriste, Makan Kone, Nouvelle Libération, et Alexis Calabri du journal Les Échos. Visite du président français ce samedi au Mali. François Hollande a été accueilli en libérateur, d'abord à Tombouctou, la cité des 333 Siens, où la sécurité présidentielle a eu du mal à contenir la foule. Voilà le bain de foule du président Hollande à Tombouctou. Même ambiance à Bamako, au monument de l'indépendance plus précisément, où François Hollande a déposé une gerbe de fleurs. Là aussi, l'accueil a été mémorable. Voilà, au cours de cette émission, nous aurons la latitude de revenir sur les discours prononcés. Mais Oumar Sangaré, si on doit s'arrêter d'abord sur l'accueil, la chaleur de l'accueil réservé au président François Hollande. Sur des pancartes, c'était le sauveur, c'était le héros. L'accueil, un mot là-dessus. L'accueil a été un peu à la hauteur de l'acte qu'a posé un peu notre hôte qui s'appelle François Hollande. Il ne faut pas oublier qu'à un tournant décisif de l'histoire du Mali, cet homme a pris un peu ses courages en deux mains et il a essayé, n'est-ce pas, d'apporter aussi précis que rapide l'intervention militaire qui s'y aidait en la matière. Et s'il l'a fait, c'est dû aussi au fait qu'effectivement, la France dont il incarne aujourd'hui le directoire s'est toujours inscrit dans la dynamique du pionnier même des valeurs individuelles et des valeurs démocratiques, chose qui ne pouvait pas s'en passer sans pour autant rebondir à de telles atrocités. Et François Hollande a bénéficié de toute cette ovation et de tout cet accueil chaleureux et ovationné de la part du peuple malien pour un peu lui signifier en quoi être porteur, n'est-ce pas, du flambeau de la démocratie et de ce fait, le chantre même de la défense des libertés individuelles ne peut pas s'accomplir sans pour autant prendre toute la dimension des phénomènes qui auront certains États, même étant malgré leur volonté et leur désir. D'accord. Sori, un mot sur l'accueil. Énormément fantastique. Il n'y a pas de mot pour qualifier la ferveur de l'accueil que les Maliens de Tombouctou à Sévaré, en passant par Bamako, ont réservé à François Hollande. Le mérite de ce qu'il a fait est, je crois, à la dimension de l'accueil que les Maliens lui ont réservé. Les Maliens ont été réellement reconnaissants et ne pouvaient en être autrement, à mon avis. Ok. Makan, il a dit que c'est le jour le plus important de sa vie politique. C'était quand même un peu trop, hein? Non, je ne crois pas. Si tu permets, je voudrais revenir sur l'organisation de... Il y a un fait qui s'est passé dont on n'a pas assez parlé. Ça prouve un peu, nous en tant que Maliens, qu'on est encore léger, excusez-moi, dans le travail. Vous savez, il y a un tweet qui a publié tout le programme de la visite de Hollande avant même qu'il ne soit là, avant même que les services français ne le fassent. Un tweet qui est venu de la présidence de la République du Mali, qui mettait quand même en danger la vie même de l'autre pour lequel on doit tout aujourd'hui, pour lequel le pays même doit à la limite son... Ça, c'était, soit dit en passant, pour dire que nous, on croyait que la crise que nous traversons devait nous permettre de revoir les choses, de nous prendre plus au sérieux. Maintenant, par rapport à sa phrase, moi je crois que c'était quand même un jour historique. Hein. Je crois que c'est le contraire, c'est le jour le plus important de l'histoire moderne du Mali, pour dire. Maintenant, et comme l'a dit le frère en face de moi, c'était à la hauteur de ce qu'il a posé comme acte. Mais j'aimerais aussi dire, mettons quand même un peu bas la terre. Il ne faut pas qu'on fasse croire à Hollande que son travail est fini. Parce qu'il faudrait répéter régulièrement
notre attente, ce qu'on attend de la France et ce que nous-mêmes devons faire en même temps. Ok, sorry, ensuite... Moi, je crois que François Hollande n'a rien exagéré lorsqu'il a dit que c'est le jour le plus important de sa vie politique. Voyez-vous, en d'autres circonstances, il aurait brandi l'étendard électoraliste ou des intérêts, la manifestation de simples intérêts politiques ou économiques. Là, il est venu, il a vu des hommes. Moi, j'ai vu une femme qui disait, Hollande, on t'aime tout simplement. Okay. Il a senti au plus profond de son être la chaleur et la ferveur de l'accueil des millions et des millions de Maliens criant, scandant, exultant, Hollande, Hollande. Moi, je pense que franchement, ça peut aller droit au cœur. Ok, c'était très fort, oui, Alexis. Il y a, à mon avis, deux niveaux d'analyse. D'abord, du côté des Maliens, de l'accueil, moi, je retiens effectivement deux messages. Il faut d'abord savoir que, bon, c'est vrai, on a été informé très tard de cette visite-là, premièrement. Deuxièmement, le programme n'était pas connu. À la limite, la première information est venue de la France, même si le programme n'était pas détaillé, mais on se demandait est-ce que c'est vrai. Donc les autorités maliennes n'ont pas communiqué tôt là-dessus. Mais malgré tout, l'accueil populaire, qui n'était pas préparé à mon avis, qui a été spontané, dégage deux messages. C'est d'abord la reconnaissance, comme disait Sori, mais l'espoir, parce que je ne sais pas si vous avez suivi, chaque fois que Kidal a été évoqué, la réaction des gens. Donc, on attend beaucoup de la France. Maintenant, le second niveau d'analyse, c'est le fait que le président français risque une visite au Mali en cette période précise. Tout à fait. C'est ce que j'allais même dire. Les risques étaient là. Malgré le fait que pour certains, ils venaient d'une gauche molle, on peut dire peut-être que Hollande, c'était un va-t-en-guerre. Malgré les menaces de sécurité terroriste, il décide de venir au Mali en ces moments-là, Oumar Sangaré. Non, mais c'est justement, comme je l'ai dit précédemment, c'est pour dire à son armée, effectivement, que c'est toute la France, à travers lui, qui s'identifie en elle, qui se rend fier de l'acte posé par l'armée tout entière. Maintenant, aujourd'hui, ce qui est important d'évoquer sur ce plateau, c'est qu'il ne faut jamais oublier le paramètre qui consiste à dire que la France ne va jamais, au moins, laisser le Mali dans un état d'inachèvement. Par exemple, l'inachevé, le travail tel qu'il va s'avérer lorsque l'ensemble français va se retirer du giron septentrional ne serait pas à l'ordre du jour, d'autant plus qu'auparavant, il a simplement décliné son programme, son identité. Il a dit, plus jamais on va laisser une couche du territoire malien entre les mains de qui que ce soit. Déjà le Caneva, les décors étaient plantés. Et ensuite, il s'attelle à l'organisation des élections crédibles et transparentes. On va en venir, mais juste pour revenir un peu sur l'accueil, le dernier point, beaucoup de Maliens, beaucoup de Français ont été heureux quand Hollande est entré dans son avion tout entier, en entier, parce que les risques d'attentats et tout, il y a beaucoup, on ne le dit pas, mais il y avait cette crainte-là aussi, Souris. Mais ce n'est pas la première fois que des chefs d'État européens ou américains rendent visite à leurs troupes en guerre. C'était le cas en Irak avec le président, avec Bush. Mais souvent, il n'y a pas de bain de fou. Avec Bush, bon, d'accord, avec Bush, ensuite avec Sarkozy. Mais ce qui est important, Hollande a voulu lancer un message, d'abord à sa troupe, qui risque sa vie sur ce terrain-là. Il est le chef des armées de France. Il a déjà perdu un officier dans les combats. Donc il était bon pour lui de venir dans la foule, comme vous le dites, cette foule qui avait besoin de son intervention, cette foule qui a souffert, cette foule violentée, violée, perçue dans sa dignité. La particularité de cette visite, contrairement aux comparaisons de Sori, quand les chefs d'État français ou américains se rendaient en Afghanistan, c'était top secret jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'à la limite, la presse n'en parlait qu'à leur retour ou une fois devant les... Donc, alors que cette fois-ci, ça a été vraiment ouvert. L'information a été donnée 2 ou 3 jours avant. Le programme a été donné, le programme a fuité. Donc, ça a été des risques à la limite pris
délibérément par lui. Donc, c'est un message fort également. C'est un message fort, c'est un engagement, à mon avis, personnel dont il ne faut pas minimiser la portée. Ok, cette visite éclair mais symbolique a été mise à profit par François Hollande pour rappeler les raisons qui ont prévalu à l'intervention française au Mali. François Hollande, depuis le monument de l'indépendance du Mali, que nous écoutons ici. Nous devions être là parce que ce qui était important de combattre, c'était le terrorisme. Le terrorisme ici au Mali, le terrorisme en Afrique de l'Ouest, le terrorisme partout. Et agissant ainsi, la France était à la hauteur de son histoire, à vos côtés, non pas pour servir je ne sais quel intérêt, nous n'en avons aucun, non pas pour protéger telle ou telle faction, ou pour telle ou telle partie du Mali, non, nous sommes à vos côtés, pour le Mali tout entier, et pour l'Afrique de l'Ouest. Parce que moi je n'oublie pas que lorsque la France a été elle-même attaquée, lorsqu'elle cherchait des soutiens, des alliés, lorsqu'elle était menacée pour son unité territoriale, qui est venu alors? C'est l'Afrique, c'est le Mali. Merci. Voilà François Hollande depuis le monument de l'indépendance du Mali. Parlant un peu de la situation sur le terrain Oumar Sangaré, le cas Kidal, on ne peut pas l'occulter puisque la ville a été contrôlée par l'armée française, l'armée tchadienne. Le cas Kidal, ça a été plus ou moins abordé au cours de cette visite et Hollande dit que même 1 cm² du territoire malien ne restera sous l'occupation de terroristes, de djihadistes. Sur ce point, ce que j'aimerais dire à travers votre micro à tous les téléspectateurs et à l'opinion nationale et internationale, c'est qu'il ne faut pas vite aller en besoin, n'est-ce pas, dans les jugements hâtifs. Par exemple, les conclusions abusives qui ont été tirées par les uns et les autres à travers les débats ou les échanges, je ne sais d'où, contrastent un peu avec la stratégie mise en place par la communauté internationale via la France. Si aujourd'hui les gens s'agrippent à l'idée que l'armée française est allée avant les nôtres, moi je pense que cela est dû à une stratégie délibérément mise en place et délibérément voulue et exécutée par la France. Mais de là à en déduire une quelconque trahison de la part de l'ex-puissance tutrice, il relève un peu de l'incompréhension des stratégies militaires. Je vais vous dire pourquoi. Okay. Aujourd'hui, ce qui différencie un État ou une société organisée d'une faction rebelle, c'est que les factions rebelles jouent sur du sensationnel et jouent sur des élans médiatiques. Or, un État, il se doit d'avoir un calendrier secret, il se doit d'avoir des programmes de mise en œuvre beaucoup plus restreints et confinés dans un certain nombre de confidentialités, chose que ne fait pas les factions. Okay. Et moi, je pense que l'attitude de l'armée française ne peut résulter que de cet état d'esprit. Okay. Mais réellement, il faudrait quand même comprendre que toute proportion gardée, Hollande ne saurait au moins trahir sa première version. D'autant plus que ni lui, ni le Mali, ni les autres États qui nous aident aujourd'hui à éradiquer le grand cancer qui peut se déferler sur tout le monde, tant les contagions, ou du moins les risques de contagion sont assez élevés et l'urgence s'impose que nous réagissons au plus vite et avec la plus grande fermeté. D'accord. Makan Kone, il y avait cette inquiétude-là par rapport à la non-prise de Kidal par l'armée, mais Hollande, ses propos ont rassuré plus d'un Malien quand il dit que même 1 cm² ne restera sous occupation terroriste. C'est rassurant tout ça. Tout à fait. Non, je crois que les gens n'ont pas eu tort de s'inquiéter au début, parce que comme on était tous là, on a suivi comment Kon a été libéré, comment Djabel a été libéré, comment Gawa a été libéré, comment Tombouctou a été libéré. Mais si on change de stratégie, on n'a pas demandé à ce qu'on dise aux gens, bon écoutez, de toute façon, en libérant Gawa, en libérant Tombouctou, en libérant Djabali, on a dit à personne, on n'a pas parlé de stratégie, mais on a vu que ça a été de la même façon, rapidement. Hein. Ça a été de la même manière. Mais à Kidal, il y a eu un peu, c'est l'armée française qui est partie d'abord à l'aéroport. Entre-temps, les MNL a fait beaucoup de bruit. C'était de bonne guerre que les gens s'inquiètent. Ça prouve aussi à la communauté internationale, et à nous-mêmes Maliens, combien nous tenons à l'intégrité entière de notre territoire. Mais maintenant, ça a été clair. En fait, on a joué aussi un peu à se faire peur. Ça, j'allais le dire. Parce qu'il faut qu'on parle de ça. La France parle du Touareg. La France n'a jamais parlé récemment du MNLA.
même par rapport aux négociations, peut-être qu'on va venir, de négocier avec les Touaregs. Maintenant, nous-mêmes, nous sommes d'accord ici que les MNLA ne représentent pas les Touaregs. D'accord. Donc, il ne faut pas faire la confusion. Pour embrayer sur ce que disait Macan, changement de stratégie, mais changement également de communication. Parce que depuis qu'est arrivée l'étape de Kidal, on a commencé à parler d'exaction, on a commencé à parler de protéger les Touaregs, et puis bon, la stratégie a changé. Non, je pense que l'opinion a infléchi la première position française, parce que au moins reconnaissant, la différence est qu'ils tiennent compte de l'opinion et l'opinion a infléchi leur première position. Sinon, au départ, on n'avait pas compris, enfin, on ne s'expliquait pas leur attitude. Ça se comprend parce qu'ils ont des intérêts, ne serait-ce que la libération des otages. Et le MNLA s'est toujours posé comme interlocuteur pour au moins obtenir ça. Donc, je pense qu'il y a une gageure qui engage le MNLA. Ils ne pourront pas relever la gageure, mais au moins, voilà. Quoi. Ok, Sori Kidal en suspense. Moi, j'ai compris qu'il y a une opposition de communication et de géostratégie. Les troupes françaises à Konna, Djabali, Douanza, Gao, Tombouctou ne pouvaient avoir le même comportement à Kidal en raison du terrain, le relief même, qui ne permettait pas un certain mouvement sur le terrain. Et mieux, la France a ses intérêts là-bas à partir du moment où on sait que des otages français vivent dans la contrée. Mais lorsque l'opinion a réagi, la France a été amenée à s'exprimer autrement. Donc, à parler de la version selon laquelle un centimètre du territoire national ne sera occulté, il sera laissé entre les mains des gens. Ok, Kidal aussi, est-ce que c'est peut-être parce que l'armée française a peur de ses frères d'armes du Mali par rapport au règlement de compte des vengeances, puisque Kidal, quand même, c'est le bastion Touareg et tout. C'est pas la même chose que je pense que il n'y avait pas de danger, il n'y avait aucun danger que l'armée se livre à des exactions. Comme je le disais, on va l'affirmer. À la limite, non, on ne peut pas affirmer qu'il n'y allait pas avoir de bavure. On ne peut pas, mais exaction aurait supposé une position prise officiellement par le gouvernement, par l'armée, pour faire des représailles. Donc, personne ne peut penser que l'armée réfléchit comme ça. Mais depuis qu'on a parlé d'exaction, nous n'avons pas, notre tort peut-être a été de ne pas démentir tout de suite, mais de chercher à rassurer nos partenaires pour dire qu'il n'y en aura pas. Et finalement, on a passé tout le temps à démentir. Mais à la limite, à ce jour, à part quelques images dont personne n'a établi l'authenticité, il n'y a pas de cas, n'est-ce pas? D'accord. Omar Sangaré. Moi, je pense qu'il serait beaucoup plus c'est une contrariété que de vouloir se fixer un peu comme une sorte d'obsession les pulsions vengeresses. Moi, je pense qu'il n'y a pas lieu de se comporter en vindicatif. D'autant plus que il n'y a pas toute la facture de la sociologie du Kidal qui se soit un peu engouffrée dans les atrocités ou dans les anarchies. Aujourd'hui, c'est à quoi nous devons nous attaquer. C'est que le Mali, dans son histoire récente, quand même, doit se battre contre trois grands frayeurs. Les trois grands frayeurs sont les suivantes. Contre l'anarchie, d'abord contre les atrocités qui ont été commises et recherchons la manière dont on pourra au moins colmater toutes les brèches, voir comment on peut recomposer les tissus qui ont été juste la mise en lambeaux. Et troisième frayeur, c'est comment parvenir à éradiquer ou du moins à bouter hors de notre territoire ces factions islamo-terroristes. Maintenant, la grande solution, nous sommes animés d'un esprit de réconciliation et je ne vois pas en quoi l'armée serait prise par des allures de dérive et en cela même que l'attitude d'une telle pratique génocidaire pourrait s'inscrire dans ses habitudes, chose qu'on n'a pas vue jusque-là, et toute proportion gardée, on saurait quand même s'en tenir aux réalités des villes qui ont été conquises. L'armée ne s'est pas comportée avec des extrémités. On est resté dans le cadre strict des unités de mesure morale et notre vertu et notre identité de Malien, nous allons la préserver autant que faire se peut. Voilà un peu ma vision. D'accord. Sori, il y a beaucoup d'observateurs qui disent que les rébellions au Mali commencent à Kidal.
Et si elles devraient se terminer également, elles doivent se terminer à Kidal. Oui, mais absolument. Moi, je pense que chaque fois qu'il y a un mouvement de troupes de rébellion et dans notre pays, c'est parti de Kidal. Et ces mêmes gens ont raison lorsqu'elles pensent que cette rébellion doit s'achever dans le cas que nous vivons actuellement, que par la prise et la reconquête territoriale sur Kidal. Ok, on sait que le président préconise le dialogue. Probablement avec le MNLA, si ce mouvement renonce à ses intentions territorialistes, et qu'est-ce qui doit être fait présentement, Alexis? Après le recouvrement de l'intégrité territoriale, il va falloir s'asseoir, dialoguer. Avec qui dialoguer et puis dans quel cadre? Non, c'est dit, il est évident que la France nous impose de dialoguer avec le MNLA. Il est évident que dans tous les cas, il fallait un dialogue. Mais il y a des choses que nous ne devons pas oublier, que nous devons mettre sur la table. C'est-à-dire le MNLA a détruit. Il n'avait pas. Moi, je ne peux pas comprendre que un mouvement qui veut conquérir un territoire, à la limite chasse l'armée, je peux comprendre, mais qu'ils se mettent à détruire. Le MNLA, les islamistes n'ont conquis aucune ville. C'est le MNLA qui a conquis Kidal, Gao et Tombouctou. Mais ils ont tout pillé, tout saccagé. Pour des gens qui veulent s'installer, il y a paradoxe. Ils ont tout emporté. Il y a des maisons de l'État où ils ont ouvert le robinet pendant des jours et les murs se sont écroulés. Donc, ils étaient dans une logique vraiment de destruction totale. Et Moussa Agassarid l'a dit, nous avons les moyens de reconstruire, premièrement. Deuxièmement, on doute également de leur bonne foi sur ce plan parce que, si vous voyez, les chefs ne parlent même pas français, ils s'expriment en anglais. Donc, il n'y a aucune volonté. Donc, je pense que les négociations peuvent être très simples. Ouais. Le postulat de base étant connu et accepté et de nos partenaires français, eux-mêmes, ils reviennent à ça. Mais l'important, c'est de savoir exactement qu'est-ce qu'ils veulent, parce qu'il n'y a aucune raison irrédentiste derrière cette fois-ci. Ok, Magan Kone. Moi, je veux qu'on soit clair par rapport au MNLA. Et puis là, je vais adresser un message à la communauté internationale. Ce que nous vivons aujourd'hui, les principaux responsables, c'est les MNLA, un point, c'est tout. On a vécu des rébellions ici, on n'a jamais entendu parler de partition, d'indépendance. C'est le MNLA qui nous a amené les terroristes, ça c'est clair par rapport à cela. Il faut que les gens ils le comprennent une fois pour toutes. Maintenant, là je ne suis pas d'accord avec mon grand frère Alexis, c'est que la France ne nous impose pas de négocier, de discuter particulièrement avec le MNLA. Depuis un certain temps, le discours parle de représentants des Touaregs. Il faut que nous-mêmes, nous les expliquions un peu. Nous sommes d'accord au Mali que là, et puis ce lobbying, c'est aux Maliens de le faire. On est d'accord que le MNLA ne représente pas les Touaregs, ça c'est clair. Moi, ma mère est Touareg, elle ne se reconnaît pas dans le MNLA, ça c'est un exemple clair et net. Je suis moitié Touareg, ma moitié Touareg là ne se reconnaît pas dans le MNLA, c'est quoi. Donc, il faut que nous le disions, nous l'expliquions à la communauté internationale. Maintenant, pour la représentativité, il y a des élus Touareg ici, le deuxième vice-président de l'Assemblée, c'est un Touareg. Le président du Haut Conseil. C'est un Touareg. Donc le MNLA ne peut pas s'asseoir et dire qu'il représente les Touaregs et qu'un gouvernement responsable, ça il faut le dire, ça c'est pour discuter avec ces gens. Ça marche pas comme ça. Ensuite, Alexis. Moi je pense que dès lors que le postulat de négociation de John Kounda est connu, à savoir ne pas dialoguer avec les narcotrafiquants et ne pas négocier avec ceux qui ont tué ou en tout cas en sardine, il est bon de dépouiller, de présenter surtout les Touaregs. Négocier avec nos parents qui sont du septentrion, autrement dit les Touaregs, les Tamashek et autres, et leur dire de se débarrasser de l'appellation MNLA et autres qui sont revendicatives. Ok. Alexis, est-ce que l'acronyme MNLA n'est pas aux antipodes, à contre-courant de la communauté internationale qui est en train de parler d'intégrité territoriale du Mali, alors que le MNLA c'est le Mouvement national de libération de l'Azawad, un nom qui doit peut-être d'ailleurs disparaître. Oui, dans tous les cas, le MNLA aujourd'hui existe. Le MNLA revendique son appartenance et sa représentativité du peuple Touareg.
à la limite, le gouvernement serait malvenu de vouloir le lui dénier. Ce sera peut-être à la communauté Touareg de se lever et de dire que le MNLA et l'avantage de la présence française sur le terrain, c'est que, à Kidal, ils se rendront compte qu'il n'y a aucune animosité particulière des autres contre un groupe ethnique particulier. 2, ils verront aussi le MNLA a une emprise réelle sur la population des localités revendiquées. Ça facilite le dialogue, mais il ne serait pas bon que ce soit le gouvernement qui dit nous ne discutons pas avec tel groupe à partir du moment où on peut ne pas faire l'exclusivité du dialogue, mais on ne peut pas les exclure dès le départ. Sur lequel je n'aurais cesse quand même de clamer haut et fort ma prise de position. Par exemple, faire du MNLA une sorte de blanc-seing dans cet univers de malfaiteurs ou de détracteurs de République, que tu t'appelles Moujao, Ansardine ou Atmi, ce ne sont en réalité que des dérivations du MNLA, parce que c'est le MNLA qui est aujourd'hui le mal du cancer qui ronge ma société, qui est la société malienne, qui est la République. Maintenant, sur ce point, l'entité du MNLA qui se réclame, ou du moins qui réclame comme ambition, qui se fixe comme ambition la recomposition de l'Azawad, va au-delà de la simple territorialité malienne. Parce que pour qui connaît un peu la géographie de l'Azawad, ça s'étend de l'Atlantique jusqu'au Darfour. Ça s'étend du septentrion Mali jusqu'à l'Aïr. Donc, pour qui connaît aussi l'histoire, il y a une sorte de transversalité entre ce groupement qui n'est en réalité qu'un groupement de narcotrafiquants et de bandits tout azimuts qui nous tombent de toutes pièces et de toutes sociétés. L'Algérie, la Mauritanie, le Tchad et le Niger, c'est une sorte de mosaïque constituée en un ensemble, mais qui en réalité n'a pas de revendication identitaire claire. Ils s'appuient sur les discours trop rétrogrades, fallacieux, et ils essayent d'emporter les esprits. D'accord. Souria Hidara et ensuite Makan. Pour moi, c'est très simple. Dans cette situation, le président Dioncounda a dit que le Mali est prêt à négocier avec des Maliens, avec des gens qui ne se reconnaissent ni aux trafiquants de drogue, ni aux terroristes, encore moins à ceux qui revendiquent une partie de notre territoire. Maintenant, pour que nos frères Touareg qui se sont constitués en MNLA, pour qu'ils soient acceptés à notre table, pas à celle de Dioncounda, à notre table, je pense qu'il serait plus décent qu'il laisse l'appellation Mouvement National de Libération de l'Azawad. Parce que c'est dépassé, ouais. Oui. Moi, c'est mon avis. D'accord. Avant de poursuivre, avant d'aller sur le prochain point. Oui, non, en fait, c'est nous-mêmes qui donnons, je crois, une existence au même. Les MNLA, aujourd'hui, il existe à travers quoi? Qui? 2 personnes? 3 personnes, en réalité. Il y a qui, en tant que MNLA, à Kidal aujourd'hui? Voilà, il y a qui à Kidal, en tant que MNLA aujourd'hui? Par rapport à tous ceux qui sont agités il y a 6 mois, une année et tout. Donc les MNLA en réalité c'est à nous, comme Alexis a dit, il faut que les Touaregs aussi fassent beaucoup de bruit pour expliquer que ces gars ne nous représentent pas vraiment. D'accord. Voilà. Nous poursuivons cette émission, pas d'amalgame, pas de règlement de compte. C'est l'appel du président de la République du Mali, Dioncounda Traoré, qui exhorte les déplacés maliens à revenir au bercail. Nous l'écoutons. Je sais que je peux compter sur vous pour qu'il n'y ait aucune exaction, aucun règlement de compte. Et je demande à tous ceux qui ont quitté leur maison et leurs amis, par peur des représailles, de revenir chez eux et de reprendre leur vie. Voilà le président Dioncounda Traoré qui en appelle au retour des déplacés maliens. Selon quel canevas, quel chronogramme on peut envisager ce retour-là, court, moyen, long terme, les Maliens du Burkina Faso, de l'Algérie, de la Mauritanie, les déplacés? Oui, mais ça dépend c'est une question de territorialité. Les déplacés qui sont hors zone, qui ne sont plus dans le pays, qui sont au Burkina, au Niger, mettront du temps à rentrer. Mais par contre, ceux qui sont à Mopti, Ségou, Sikasso et Bamako peuvent rentrer progressivement dans un court délai. Ok. Qu'est-ce qu'il faut privilégier? Le retour de l'administration d'abord ou celui des déplacés? Non. Macan et ensuite par rapport à cela, le gros du travail doit être fait par le gouvernement, l'État lui-même. C'est le retour de l'administration, le retour de l'armée, le retour de la police. J'ai suivi le gouverneur de Gao hier soir qui disait
puis bientôt la garde nationale, la police. Les gens ne peuvent pas venir comme ça parce que le président les a lancé un appel. Il faut qu'ils viennent, ils soient en sécurité et puis qu'ils sachent qu'ils viennent quand même dans des conditions décentes et tout. Il faut qu'ils se rassurent que bon, maintenant il n'y a plus de danger pour revenir à Gao, revenir à Tombouctou. Par rapport à cela, je crois que le voyage au-delà même de Hollande, la présence du président Dioncounda à Tombouctou est un bon signe. Okay. Parce qu'il y a quand même plus d'une année que le président, aucune autorité. Donc il faut que l'État soit présent dans ces endroits. Il y a deux faits. C'est pas lié à mon avis. C'est des gens qui retournent chez eux. Ouais. Mais c'est vrai, il faut que l'administration retourne s'installer. Et je sais que tous les gouverneurs ont déjà fait un premier tour. Ils ont réuni toute l'administration qui sont à Bamako pour leur dire de partir, mais en étant conscient qu'il n'y a rien. C'est-à-dire les logements ont été détruits. C'est-à-dire jusqu'au néon, ils ont enlevé et emporté. Maintenant, où ils l'ont emporté et à quelle fin, ça c'est des questions qui demeurent. Mais l'autre aspect, donc les populations ont déjà commencé à retourner, mais c'est vrai, à un certain moment, il faudrait peut-être organiser pour certains le retour. Je pense que ça va pas être très difficile. Mais par rapport à tout ça, par rapport à tout le reste des calendriers, je pense que la semaine prochaine, on sera le 5 février à Bruxelles, il y a une rencontre pour vraiment fixer le calendrier réel et le chronogramme de retour, de réinstallation et un peu le travail de la MISMA. Donc je pense que cette semaine, on sera un peu fixé par rapport à tout ça. Ok, dernier point de cette émission, c'est à l'unanimité que les députés ont donné leur quitus pour l'opérationnalisation de la feuille de route du gouvernement de transition. Le document n'écarte pas l'éventualité d'organiser des élections avant fin juillet 2013. Le Premier ministre Django Sissoko devant les députés. Nous l'écoutons. Le gouvernement de transition a été investi de deux missions principales, à savoir le rétablissement de l'intégrité territoriale de notre pays par la reconquête des régions du Nord et l'organisation d'élections libres, transparentes et démocratiques. Le gouvernement se félicite du soutien de l'ensemble de la communauté internationale pour la reconquête du Nord. Le gouvernement de transition est déterminé à assurer la transparence et la crédibilité des prochaines élections afin de garantir la neutralité du processus électoral. Ni le président de la République par intérim, ni le Premier ministre, ni les membres du gouvernement ne pourront être candidats aux prochaines élections présidentielles et législatives. Il y a eu de vifs débats au Parlement, Oumar Sangaré. C'était la première fois qu'il y ait de tels questionnements au Mali depuis le 22 mars 2012. Finalement, ça a été une très bonne chose, ce passage du Premier ministre devant l'Assemblée nationale. Par exemple, avant qu'on ne parle de la feuille de route déjà. Bien sûr. Par exemple, pour un observateur avisé, je dirais que notre transition, c'est maintenant la vraie transition. On a eu deux transitions. La première transition, c'était les premières heures de la mise en place de la première équipe transitionnelle, avec Cheikh Modibo Diarra. Tout le monde sait bien que ce dernier n'a pas su, je ne fais pas d'analogie, et je ne sais pas de faire d'extrapolation non plus, quand même, il n'a jamais su s'attaquer aux vrais problèmes, aux vrais enjeux. Donc, la mise en œuvre du calendrier qui incombe aujourd'hui comme partition au groupe constitué par la transition, c'est maintenant que cette opérationnalisation, ce canevas de travail devient opérationnel. Quand Django Sissoko se présente devant les élus, maintenant que nous avons trouvé de quoi avoir de l'espoir et de quoi renouer avec les bonnes pratiques de la démocratie, l'atmosphère étant apaisée, même si ce n'est pas totalement apaisé, il est quand même temps aujourd'hui qu'on puisse parler de vraie mise en œuvre de tout ce qui avait constitué l'armature de la transition. Maintenant, pour la mettre en œuvre, il se doit d'avoir des bonnes garanties. Les garanties législatives, les garanties des puissances qui composent toutes les forces, tous les pouvoirs qui composent la société malienne.
et autant éclairer l'opinion par rapport à un certain nombre de faits qui vont constituer et le programme, et le timing, et le rythme, comme on le dit, d'évolution de tout ça. Cela s'inscrit dans le bon cadre. Les missions de la transition, elles n'ont pas changé. C'était la reconquête du Nord, c'est presque fait. Ensuite, l'organisation d'élections. Sur ce point, on envisage fin juillet, quand même une période d'ici à fin juillet 2013. Comment est-ce que vous la voyez, cette proposition, Sori? Moi, je crois que dès lors que l'architecture de la transition est connue, à savoir la libération des territoires et l'organisation d'élections libres et transparentes, et les choses ne pouvaient couler que comme elles ont coulé, que l'Assemblée nationale accepte d'accompagner le gouvernement de la République du Mali. Moi, je pense que c'était déjà connu et il faut maintenant aller dans ce sens. Maintenant, quant à la tenue d'élections au 31 juillet, ça dépendra de ce que les uns et les autres auront à faire. Est-ce que c'est jouable? Est-ce que le coup est jouable? À mon avis, j'arrête la parole. Et bon, j'ai un droit d'aimer. Voilà. Donc, alors, il y a deux faits. À mon avis, l'aspect politique est réglé. On s'est entendu sur certaines choses qui étaient très difficiles, jusqu'à l'acceptation même du principe de feuille de route, ça a été très difficile. Donc, je pense que le plus dur, peut-être pas le plus dur, parce que maintenant, on a accepté également que ça soit le fichier biométrique. Donc, ce débat aussi est tranché. Pendant longtemps, il y a eu l'arbitrage sur 3 fichiers. Maintenant, c'est le fichier biométrique. Donc, comme je le disais, la semaine prochaine, on saura, à la limite, on a déjà une idée du budget des élections. Maintenant, il s'agit de donner la parole aux techniciens pour qu'ils nous expliquent est-ce que concrètement, je crois que le fichier biométrique est à l'expérimentation à Abidjan. Dans les jours à venir, on saura si c'est faisable. Moi, je voudrais féliciter le Premier ministre, parce qu'on dise, M. Django, il a... Un discours politique. Non, loin de là, c'est-à-dire que c'est un discours patriotique. Non, toi. Non, je crois qu'il a félicité réellement, parce qu'il ne s'est pas attelé à autre chose. Ouais. Il ne s'est pas diverti, on a confié une mission, il est en train de l'accomplir. Mais là, par rapport au comportement, mais je n'ai pas quand même compris, la feuille de route, elle est passable. Comme ils ont dit, elle a été inclusive. Moi, qui vous parle, j'ai eu une copie. On a essayé de faire participer le maximum des couches sociaux professionnelles. Mais je n'ai pas quand même compris l'unanimité des députés. Que tous les députés, comme d'habitude, c'est pour vous dire encore qu'on n'est pas sorti. Ah non, il n'y a pas unanimité. Non, si, ils ont voté unanimement. Non, mais ils ont débattu à la majorité. Ils ont tous voté unanimement. C'est de ça que je parle. Non, mais ils ont fait des propositions. Non, ils ont fait des amendements. Oui, franchement, on ne peut pas dire qu'il y a eu... Ils ont voté pour l'acceptation de la feuille de route. Comme ça, mais non, le débat était très enrichissant. Le débat était très enrichissant. Le débat était très contradictoire. Des questions très importantes ont été posées. Les discussions étaient très bien. Mais en même temps, je pense qu'ils ont pris la mesure de leur responsabilité. C'est-à-dire, la feuille de route, bonne ou mauvaise, à mon avis, nous devrions l'adopter, quitte à parfaire avec le cheminement. Dans ce cas, on ne peut pas la voter unanimement. On doit sortir de la logique qui consiste à dire effectivement qu'il n'y a pas de démocratie dans l'unanimisme. Moi, je ne dis pas une démocratie unanimitaire n'est pas condamnable à partir du moment où les gens savent l'objectivité. Les gens savent l'objectivité de ce qui est sur la table et on ne peut pas contrarier ce qui n'est pas contrariable. Ça veut dire s'il n'y a pas lieu de s'inscrire dans la controverse, il n'y a pas lieu de le faire. Si c'est bon, il n'y a pas lieu de s'opposer. Non, compte tenu du contexte, je veux juste dire une chose. Oui. Qu'est-ce qu'on voulait réellement? La feuille de route avec le nouveau gouvernement et le nouveau Premier ministre contenant nos préoccupations. L'intégrité territoriale. Nos préoccupations, l'intégrité du territoire, les élections. Comme Alexis l'a dit, il y a eu de très bons débats, il y a eu des remarques, il y a eu des suggestions, il y a eu des observations
et pour qu'en fait, il y ait un vote positif. On est arrivé à la c'est-à-dire que ce qu'il faut d'abord comprendre, c'est que le principe même, en lui-même, le principe de la feuille de route, c'était comme une victoire pour les députés. Le fait que ça soit, on passe par la feuille de route et non les concertations, c'était déjà en soi une victoire pour les députés. Et je pense que ça les a incités, malgré les débats, à voter. La feuille de route ainsi prend fin ce numéro du débat du dimanche. Merci de l'avoir suivi. Nous recevions Sori Demoti du journal La Nouvelle Patrie, Oumar Sangaré, juriste, Makan Kone de La Nouvelle Libération et Alexis Calamri du journal Les Échos. Merci de l'avoir suivi. À dimanche prochain pour un autre débat du dimanche sur Africa Télévision.